Bonjour à tous. Donc, on va enfin commencer la conférence avec Maître Alexandre Najal, qui a eu l'honneur de venir ici avec nous à Assas. Donc, je vais commencer par une petite présentation pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, c'est un avocat en droit des affaires très réputé au Liban. Il a été formé à la fois à l'école des Jésuites de Beyrouth et aux prestigieuses universités de la Sorbonne et Assas. Et aujourd'hui, il est l'un des plus importants cabinets d'avocats au Liban. Et sa contribution intellectuelle dépasse bien évidemment son expérience juridique, puisqu'il est un écrivain mondialement réputé. Il a écrit de nombreux livres au sujet du Liban et il a été fait officier des arts et des lettres en France. Et aujourd'hui, il nous fait l'honneur de partager son expérience et son analyse de la situation au Liban, qui est, je pense qu'on le sait tous, très complexe, surtout en ce moment, mais ça vient d'une longue histoire du Liban. Ah, bonjour. Ça va. On n'a pas encore commencé. Voilà. Donc, tout d'abord, pour être un petit peu dans le contexte, notre thème aujourd'hui va parler de la diversité des communautés au Liban et des enjeux de ces communautés, parce qu'il y a 18 communautés au Liban, et donc forcément il y a beaucoup de conflits qui ont pour conséquence beaucoup de situations de guerre et civiles ou non d'ailleurs au Liban. Donc est-ce que tout d'abord, Maître Alexandre Najal, puisque vous allez mieux le décrire que moi, vous pourriez contextualiser un petit peu cette situation communautaire au Liban? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Je suis très heureux, très honoré d'être avec vous, surtout que cette université, je lui dois beaucoup. C'est elle qui m'a formé finalement avec, bien entendu, le stage au cabinet de mon père qui était un avocat spécialisé en droit maritime. Et donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je retrouve les bancs de cette université. Je suis heureux de retrouver certains étudiants que je connais. Le problème du Liban a toujours été complexe. Vous connaissez tous la formule d'Henri Laurence qui dit si vous avez compris quelque chose au Liban, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Donc c'est vrai que c'est un pays très complexe, de par sa composition même. Le pluralisme qui le caractérise, ces communautés, ces 18 communautés qui cohabitent ensemble, qui coexistent tant bien que mal, sont à la fois, comme l'a dit une fois Amin Malouf, cette mosaïque est à la fois une richesse et une grande faiblesse aussi. Et le système qui est en vigueur au Liban, le système constitutionnel, est très spécifique au Liban. Parce qu'en fait, autant le schéma d'une démocratie de concordance ou consensuelle, pour ceux qui appellent les sciences politiques, donc c'est une sorte de démocratie qui existe dans beaucoup d'autres pays, notamment la Belgique, la Suisse, l'Autriche. Donc c'est pas quelque chose qui nous est propre. Sauf que chez nous, cette démocratie s'exerce de façon très particulière. Aussi, ce qui est écrit dans la Constitution n'est pas toujours appliqué, en ce sens que après les accords de Taïf qui ont mis fin à la guerre du Liban, il y a eu une sorte de réforme qui a préconisé, par exemple, l'abolition du confessionnalisme, l'instauration d'un Sénat à côté de l'Assemblée nationale, enfin la Chambre des députés. Et néanmoins, jusqu'à aujourd'hui, donc combien 35 ans après, on n'a toujours pas vu de Sénat. Et le confessionnalisme est toujours pas présent, il est omniprésent. Même dans le nouveau régime aujourd'hui, avec le président Joseph Aoun et le premier ministre Nawaf Salam, qui constitue une sorte d'espoir pour les Libanais parce qu'ils sont connus pour être loin de ce que j'appelle la mafiature, c'est-à-dire la dictature des mafias chez nous. Mais néanmoins, ils ont été évidemment forcés, de par cette constitution, de composer un gouvernement qui tienne compte des différentes communautés, même des différents partis. Et cela, évidemment, risque d'être quelquefois, sur des questions cruciales,
on peut imaginer qu'il n'y ait pas de consensus sur tous les sujets. Ce qui est intéressant dans le système de démocratie consensuelle, c'est qu'en général, on définit 4 caractéristiques pour ce genre de démocratie. D'abord, il faut qu'il y ait l'existence d'une coalition, ce qui existe chez nous, puisque finalement, ces 18 communautés doivent bien s'allier pour pouvoir cohabiter ensemble. Donc, à moins justement d'une partition du Liban, ce que certains souhaitent, mais on parlera tout à l'heure de la viabilité d'une telle formule. Donc il faut au départ qu'il existe une coalition des gens qui désirent construire quelque chose ensemble. La deuxième caractéristique d'un système consociatif, c'est qu'il y ait un usage de la proportionnalité. En Autriche, pendant la Deuxième République autrichienne, on utilisait la formule de propors, qui vient du latin proportio, qui constitue une sorte, qui correspond à une sorte de quota. C'est ça le confessionnalisme, en fait chez nous, qui correspond, par exemple, comme les Libanais qui sont dans la salle le savent, le Premier ministre est sunnite, le président est maronite, le chef du Parlement est chiite. Donc on divise, on répartit les tâches. Et puis, dans les premiers, dans toute l'administration, notamment les postes importants, également, nous assistons aussi à une répartition des pouvoirs selon les communautés. Et même au sein de la justice, par exemple, le premier président de la Cour de cassation est maronite, le parquet financier, son chef est chiite, le procureur de la République est sunnite, et même dans les chambres de la Cour de cassation, il y a toujours, chaque chambre est consacrée à une communauté, ce qui des fois conduit à des situations étranges. Par exemple, la chambre commerciale, en général, est donnée à la communauté druze. Or, quelquefois, dans les échelons, le premier druze valable ou disponible est peut-être un juge unique à Beyrouth. Donc, il saute au-dessus de tous les autres pour devenir président de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Donc, il y a quelquefois des injustices et en même temps, ça ne privilégie pas la méritocratie, c'est-à-dire on n'est pas en train de choisir un tel fonctionnaire, un tel magistrat en fonction de ses qualifications, mais parce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir tel poste destiné à telle communauté. Et même dans la culture, par exemple, on a toujours, par exemple, considéré qu'au conservatoire, c'était un orthodoxe, à la direction des antiquités, un maronite, etc. C'est assez affligeant. Maintenant, dans le nouveau régime, ils sont en train de préconiser qu'il y ait une sorte de rotation, c'est-à-dire on veut bien que toutes les communautés soient représentées, mais qu'on ne peut pas que personne ne considère que tel ministère est sa chasse gardée. Dans l'actuel gouvernement, ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, le ministère des Finances, qui est depuis un certain temps destiné aux chiites, a été donné à un chiite, alors que l'idée de base était qu'il y ait un peu plus de rotation dès maintenant, etc. Mais je pense qu'ils ont fait ce consensus pour que le gouvernement voit le jour en choisissant quelqu'un de plus ou moins compétent, enfin de compétent, je crois, et on verra aussi à l'œuvre s'il sera indépendant comme il se doit. Parce que le grand problème de ce confessionnalisme, c'est quand on met à un poste quelqu'un qui est affilié à une communauté, c'est que cette personne n'abandonne jamais son appartenance confessionnelle. Et c'est le grand problème du Liban, c'est que toujours quand il y a des problèmes graves ou qu'il y a une décision importante à prendre, on oublie son appartenance nationale et on privilégie l'appartenance confessionnelle. De sorte que, et ce qui est pire encore, c'est que certaines confessions, lorsqu'elles se sentent menacées ou qu'elles ont besoin d'un soutien, se tournent vers l'extérieur. On sait par exemple que la communauté chiite, par exemple, a toujours été très proche de l'Iran, pas toujours, mais depuis un certain temps, est très proche de l'Iran. La communauté sunnite est souvent considérée comme proche de l'Arabie saoudite. Les maronites, en général, sont considérés comme les amis de la France. Maintenant, les États-Unis, on ne sait pas
qui sont leurs amis, mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont bien déterminés depuis un certain temps à faire la police dans notre pays et enfin à essayer de régir cette région en fonction de leurs intérêts et ceux d'Israël aussi, puisque Israël et les États-Unis ont toujours été dans le même camp. Et petite parenthèse, c'est ce qui rend très problématique la question de l'accord qui a été signé sur la délimitation des frontières maritimes entre Israël et le Liban. En fait, ils se sont dit en cas de conflit, ce sont les États-Unis qui seront les arbitres. Donc, moi, j'ai trouvé ça assez étrange qu'un pays qui est traditionnellement l'ami d'Israël soit l'arbitre, qui évidemment n'est pas neutre. Et donc, ce qui aggrave le cas, c'est que beaucoup de communautés, comme je l'ai dit, trouvent refuge auprès, ou bien même pire que trouvent refuge, sont stipendiés, sont financés, sont armés quelquefois aussi par des puissances étrangères. Et d'ailleurs, ça a été le cas pendant la guerre du Liban. C'est pour ça que le journaliste Rassan Toueni avait intitulé un de ses livres « Une guerre pour les autres », puisque finalement, cette guerre qui a été souvent instrumentalisée et le Liban a été souvent l'échiquier de règlement de comptes étrangers. Moi-même, j'avais écrit un livre qui s'appelle « Anatomie d'un tyran » où je parle des tyrans dans le monde arabe. Et j'avais découvert que Kadhafi, par exemple, avait payé $1 milliard à l'OLP, aux organisations palestiniennes qui étaient en conflit avec la résistance chrétienne de l'époque. Et donc, on se dit, mais pourquoi quelqu'un comme Kadhafi va financer des fédayines contre les chrétiens, alors que ce n'est pas son combat. Donc, ça, c'est juste une illustration pour montrer comment, malheureusement, certaines communautés, en fait, toutes les communautés, un jour ou l'autre, ont été perméables à des ingérences étrangères. Donc cela pour dire que cet équilibre que nous essayons de construire au Liban est très fragile, puisque déjà, il y a ce manque de loyauté à l'égard de l'État, et il y a aussi un manque de loyauté à l'égard de la souveraineté libanaise, puisque certains sont inféodés à d'autres puissances. Et donc c'est ça qui fait que nous sommes aujourd'hui dans un équilibre toujours fragile, une précarité, qui fait que ce pays qui est magnifique est toujours menacé d'instabilité. On l'a vu au cours de toutes ces dernières années. Encore, j'avais parlé des deux caractéristiques, dont la nécessité d'une coalition, l'usage de la proportionnalité, donc, qui correspond au quota, au professionnalisme, comme je l'ai expliqué. Aussi, dans des systèmes consociatifs, souvent, il y a un droit de veto, en ce sens que, vu que on doit protéger les minorités, donc on donne souvent, on prévoit des quorums de telle sorte que la minorité puisse faire un veto sur des décisions qui peuvent lui nuire. Et donc tout ce système en fait est fait de façon à ce que la loi de la majorité ne prime pas. Aujourd'hui, on sait que les chrétiens qui étaient en majorité autrefois sont en minorité au niveau démographique. Néanmoins, le Parlement continue d'être composé, de par la Constitution, de 50-50, 50% de chrétiens et de musulmans. Donc ce n'est plus la loi de la majorité qui prime, c'est ce système consociatif qui est de concordance, comme on dit, qui est en place pour permettre justement, sans compter, donc ce n'est pas la loi du nombre en l'occurrence. Et cela évite donc de marginaliser une minorité, puisqu'elle peut, dans des décisions critiques, opposer son veto pour, disons, protéger ses droits. Également, au niveau du Conseil constitutionnel, il est possible aussi, même à une minorité de députés, aussi de présenter des recours devant le Conseil constitutionnel. Donc tout cela contribue à la protection des minorités. Et dernière chose, c'est dans le schéma d'un système consociatif, une des caractéristiques, c'est que souvent ces segments, ces communautés on leur donne une certaine autonomie aussi.
C'est vrai qu'il y a un État qui est là, mais aussi dans ces systèmes-là, on leur donne une certaine autonomie. Au Liban, comment s'exerce cette autonomie? D'abord, elle est dans le statut personnel des Libanais, en ce sens que on dit que chaque communauté peut régir son statut personnel. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de mariage civil au Liban, comme vous le savez, le mariage civil facultatif même n'existe pas. Chaque communauté est régie par sa loi communautaire et les divorces, par exemple, sont du ressort des tribunaux ecclésiastiques ou des tribunaux musulmans, où il y a un chef qui siège ou un prêtre, donc, qui sont en l'occurrence qui siègent. Donc ça, c'est une sorte d'autonomie donc, qui a été donnée. Certains souhaitent aller plus loin dans cette autonomie en préconisant une sorte de fédéralisme. Donc il y a tout un débat au Liban, et c'est toujours un débat à la télévision. Faut-il opter pour le fédéralisme ou non? Certains disent, comment voulez-vous créer un fédéralisme dans un pays aussi exigu, où il y a de la mixité dans certains villages? Comment vous faites à ce moment-là s'il y a des villages mixtes? Aussi, dans un fédéralisme, par exemple, aussi bien l'armée que la politique étrangère que les finances, en général, sont centralisées. Or, ce sont les trois sujets de discorde. Donc, si on fait un fédéralisme et ces trois sujets qui doivent être aux mains d'un pouvoir central ne sont pas sont insolubles. Donc, en fait, la fédération va être aussi paralysée. Et alors, c'est la raison pour laquelle la plupart des juristes éclairés aujourd'hui préconisent plutôt la décentralisation qui existe dans les accords de Taïf, qui a été préconisée par les accords de Taïf, mais qui tarde un peu à être mise en place de façon vraiment concrète. Il y a plusieurs projets qui ont été avancés, dont celui du ministre Ziad Baroud, qui est un confrère. Et on espère que cette loi, moi je suis convaincu que cette loi peut un peu apaiser certaines tensions, que certaines régions finalement ne paient pas toujours pour les autres, comme un peu en Italie, il y a ce fameux débat entre le nord et le sud, mais au Liban également, il y a des régions qui n'ont jamais rien payé et d'autres qui paient pour le reste. Donc il faut aussi, cette décentralisation permet en quelque sorte que chaque région s'autogère dans certains domaines administratifs. Mais il ne faut pas que ça aille, à mon avis, très loin, parce que justement, l'équilibre fragile entre la décentralisation et le fédéralisme est assez mince. Et donc, je préfère, moi, qu'on ne bascule pas dans la fédération ou le fédéralisme, parce que justement, ce pays est trop petit pour qu'on puisse vraiment... Prenez par exemple une région comme Jézine, ou des régions ou des villages chrétiens du Sud. Qu'est-ce que vous en faites dans une fédération? Est-ce qu'on peut dire tel village tout seul, avec les villages autour, font partie d'une fédération, et au Kesserouan et d'Ashbel? Ça n'a pas de sens. Donc il y a quelque part, mais je suis très étonné de voir qu'il y a un mouvement, même qui est financé par des hommes d'affaires libanais, etc., qui préconisent cette idée de fédéralisme et qui peuvent vous soutenir un débat de 3 heures pour essayer de vous convaincre. Moi, pour ma part, je n'en suis pas convaincu. Et là, on revient à la question du vivre ensemble. Moi, je pense que opter pour le fédéralisme, c'est en quelque sorte jeter l'éponge en se disant qu'on ne peut pas tellement vivre ensemble, que finalement on cloisonne et que chacun vive de son côté, même si on ne dit pas que c'est une partition, on dit que c'est une sorte de fédéralisme en disant que les chrétiens auront ce qu'on appelle le Mont Liban, les sunnites auront Tripoli et une partie de Beyrouth, les chiites auront le sud et le Hermel, le Balabeka. Mais quel est ce pays qui est déjà trop petit, qui est faible, en plus le morceler? Je pense que ça fera l'affaire des ennemis du Liban, beaucoup plus que ce serait quelque chose de viable pour l'avenir. Donc j'étais un peu bavard, mais peut-être j'ai répondu à des questions. Anticiper nos questions. Si on en revient sur les fondamentaux donc sociologiques, on va dire, ce que vous avez dit, c'est vous avez décrit un Liban qui est plutôt morcelé, mais finalement, est-ce que vous pensez que le Liban est plutôt mixte et forme les caractéristiques d'une société? En pratique, quand on va au Liban, on ne voit pas vraiment cette... Oui, c'est une société plurielle, c'est certain. D'ailleurs, cette cohabitation entre musulmans et chrétiens, on la vit au quotidien. Vous savez, maintenant, le Ramadan et le Carême tombent ensemble. Dans 2 jours, le 25, il y a la fête de l'Annonciation, qui est une fête qui est considérée comme la fête du dialogue islamo-chrétien.
puisque aussi la Vierge figure dans le Coran. Donc il y a ce dialogue islamo-chrétien qui a sa fête aujourd'hui, qui est une fête, un jour férié. Donc il y a cette volonté vraiment qu'on vit ensemble, on participe aux fêtes des uns et des autres, on cohabite, même beaucoup de musulmans à Noël aussi participent avec les chrétiens. Donc il y a un véritable, la société est plurielle et elle le vit bien. Et on n'a pas beaucoup de complexes par rapport, par exemple, le problème qu'on a aujourd'hui en France, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, la question du voile, par exemple, ne se pose jamais au Liban. Moi, par exemple, au barreau de Beyrouth, il y a beaucoup d'avocats voilés. Ce n'était pas le cas avant, mais il y en a maintenant. Ça ne pose pas vraiment problème. Donc, c'est peut-être parce que c'est une société où personne ne vit chez l'autre, peut-être comme en Occident, où on considère que peut-être la communauté musulmane, c'est celle de l'immigration qui est venue vivre chez. Donc il y a cette idée. Alors qu'au Liban, on vit avec. Il n'y a pas, on a toujours été là tous ensemble, donc on cohabite. Et ça, c'est une différence fondamentale. L'autre question aussi, si on veut transposer les choses par rapport à la France, c'est que la laïcité aujourd'hui et les valeurs républicaines font que la laïcité exige qu'il y ait, qu'on soit vigilant par rapport aux signes religieux, bien que la liberté de croyance soit consacrée en France. Au Liban, elle est également dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution, donc la liberté religieuse existe au Liban, sachant que le Liban n'est pas du tout comme, par exemple, l'Iran, un État théocratique, c'est un État, si vous voulez, en soi qui est laïque dans sa Constitution, mais en réalité, il y a le confessionnalisme qui est là, mais néanmoins, il n'y a pas de religion d'État. Il y a simplement... mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de mariage civil non plus, c'est-à-dire autrefois, vous savez, dans les cartes d'identité, on inscrivait la religion, c'était inscrit sur notre carte d'identité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, heureusement. Mais néanmoins, chacun a une religion. On ne peut pas se dire athée au Liban. Il n'y a pas l'inscription athée. Donc, et donc le fils, notre fils, le petit-fils, suit la religion de son père. Et dans les votes, par exemple, quelqu'un qui veut se présenter aux élections, il se présente en tant que candidat, par exemple, d'un parti comme les Kataeb, par exemple, ou les Forces libanaises, ou Hamas, mais il se présente selon s'il est maronite, ou par exemple, il y a, disons, dans le Kesrouan, il y a 5 sièges maronites. Il n'y a pas de siège, par exemple, disons, sunnite. Donc un sunnite ne peut pas se présenter dans le Kesrouan. Donc cette appartenance confessionnelle et à la fois détermine dans le statut personnel notre régime matrimonial, aussi les successions, bien que les chrétiens aient une loi successorale, mais les musulmans en ont une autre. Donc ce qui est important, c'est que bien que l'État libanais se dise laïque dans sa constitution, mais en réalité, beaucoup de choses dépendent de la religion et on ne peut pas faire abstraction au Liban de sa religion, à tel point, comme je l'ai dit, que c'était inscrit sur notre carte d'identité. Et aujourd'hui, dans l'état civil, la religion est inscrite, c'est-à-dire le fait qu'elle ne soit pas inscrite sur notre carte d'identité, ça ne veut pas dire qu'on a rayé la religion. Elle est toujours, chacun de nous appartient à une communauté, qu'il le veuille ou pas. Donc ça aussi, c'est un système extrêmement spécial, en fait. Maintenant, est-ce qu'il contribue à se vivre ensemble? Je pense qu'il y a un auteur, un homme politique aussi, qui s'appelait Samir Frenji, qui a toujours parlé du vivre ensemble. Il considère même que vivre ensemble est l'essence même de la présence du Liban au monde. Il considère que c'est la guerre du Liban doit nous donner des enseignements importants. Le premier, c'est que le rejet de la violence, en fait, aujourd'hui, les chrétiens et les musulmans doivent cohabiter ensemble et rejeter la violence qui a conduit à 15 ans de guerre. Ensuite, il faut reconnaître la responsabilité commune dans la guerre. Et lui-même, par exemple, était dans un camp et après, il a fait un peu, pas un sommet à culpa, mais une sorte de bilan où il a dit, voilà, c'est vrai que là, nous étions dans l'erreur. Et là, donc il y a aussi cette question de mémoire aussi qui est importante pour le vivre ensemble. Il faut un peu crever l'abcès. On ne peut pas toujours se dire, oui, la guerre, c'était
Surtout que dans les guerres, en fait, les martyrs des uns sont les traîtres de l'autre. Et l'histoire du Liban, en fait, les manuels d'histoire du Liban posent toujours problème, parce qu'il y a des événements que chaque communauté veut écrire à sa façon. Donc il n'y a pas de livre d'histoire unifié. Dans les écoles publiques, par exemple, on n'arrive pas à avoir un livre d'histoire unifié parce que, par exemple, Sabra et Shatila, comment vous le racontez, le massacre de Damo, comment vous le racontez. Donc il y a beaucoup de... Quelquefois, les résistants chez les uns sont des traîtres chez les autres. Donc on n'a même pas... La notion de résistance ne fait pas l'unanimité chez tout le monde. Donc il y a cette... moi je me souviens, avec Samir Kassir, le grand politologue et écrivain qui a été assassiné, nous avions créé avec Ziad Baroud également une association qui s'appelait Mémoire pour l'avenir. On avait fait un grand colloque sur la mémoire de la guerre au Liban. Il y avait eu beaucoup d'écrivains qui étaient venus, dont Vidal Naquet et d'autres, qui avaient travaillé sur le vivre ensemble, notamment en Afrique du Sud, avec l'apartheid et tout ça. Et c'était vraiment quelque chose de fondamental, ce colloque qui avait été fait, les actes ont été publiés aussi. Et je crois que pour le vivre ensemble, c'est important aussi qu'on on fasse ce travail de mémoire ensemble. Ensuite, et ça revient un peu par rapport à la France, pour le vivre ensemble, il faut prendre conscience que le rapport à l'autre n'est pas seulement une nécessité qui impose la vie dans une société diversifiée, mais aussi c'est une source de richesse. Donc l'idée de compréhension de l'autre est importante. Il ne faut pas hiérarchiser les différences et juger l'autre. Un chrétien n'a pas à juger un musulman n'a pas à juger un chrétien. Être différent de l'autre n'implique pas un jugement de valeur. C'est une réalité sociale avec laquelle il faut s'accommoder, mais sans jugement de valeur et être un peu plutôt dans l'harmonie et non dans la rupture. Et là, je reviens sur un sujet important par rapport à la France. Donc, c'est pour ça que je dis cette notion est importante par rapport à notre expérience. Il y a des choses qui ne sont pas transposables, puisque la laïcité républicaine n'est pas transposable au Liban en l'état actuel des choses. Donc, on ne peut pas tellement donner des leçons par rapport à la France. Donc, la France, évidemment, par exemple, la question du voile. Moi, je peux comprendre que dans les administrations publiques, etc., le voile n'a pas sa place au nom de cette laïcité qui est sacro-sainte, si j'ose dire, parce que c'est sacro-sainte pour la laïcité. Donc c'est quelque chose qui impose qu'il y ait certaines règles, et le Conseil d'État l'a souvent rappelé d'ailleurs. Au Liban, comme je l'ai dit, nous n'avons pas ce problème parce qu'on a cette coexistence. Mais là où en France, je trouve qu'il y a un problème aujourd'hui et qui fait le lit de l'islamophobie, c'est que il faut, sur certains sujets, être un peu plus conscient de l'altérité, du fait que s'il y a cette liberté religieuse qui est consacrée dans la Constitution, il faut aussi la respecter quelque part. Donc aujourd'hui, quand j'entends un homme politique français hier à la télévision dire que moi je veux interdire le voile dans la rue, moi ça me pose problème parce que je me dis, autant dans les administrations, même à la limite dans le sport, comme il le disait, on peut considérer que c'est une idée défendable, à la limite. Mais ce qui me semblait incohérent dans son propos, c'est qu'il disait, c'est au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes que je refuse le voile. Or, moi, il m'est arrivé très souvent de discuter avec des avocates voilées ou des femmes voilées, aussi bien au Liban qu'en Égypte, et je retrouve que certaines sont elles-mêmes très convaincues. On ne peut pas, cette idée un peu occidentale, selon laquelle la femme est forcément brimée si elle porte le voile, c'est une idée un peu occidentale, mais en fait, la plupart, je ne dis pas tout, certaines peut-être